Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Bonjour à tous, mettez-vous d'accord, jeudi 10 mai, soyez les bienvenus. Bonjour à mes invités, Frédéric Fougera, président du Think & Paris, agence de communication, cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur de l'anthologie de la com. Bonjour Frédéric, bonjour comment ça va? Ravi de vous retrouver. Ça va super bien. Tout va bien, ça va. Il y a pas eu... Vous avez digéré le PSG? Moi je digère tout. On avait un petit peu l'impression que le match était au ralenti par rapport à celui d'hier, quand même. Je ne sais pas si vous avez vu... Oui, mais aujourd'hui on ne va pas être au ralenti. J'ai le sentiment qu'on va être en pleine forme ici. Très bien. Christelle Niasme, conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges. Bonjour Christelle. Bonjour. Bienvenue à vous. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy dans le 91, vice-président de la région Île-de-France. Bonjour Jean-Philippe. Régis de Castelnau avec nous également, avocat qui tient le blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions de l'Artilleur et membre de la rédaction du Front populaire. Bonjour Régis de Castelnau, comment ça va? Bonjour à tous, je vais bien. Ça y est, je crois que le printemps provençal est enfin arrivé. Vous êtes en Provence, vous. Chanceux. Oui, moi je suis dans ma grotte provençale. Et donc là, j'ai l'impression que ça y est, là, parce qu'on a eu beaucoup d'eau et puis surtout beaucoup de Mistral. Donc là, ça y est, ça redevient civilisé. On est ravis que vous ayez chaud. Nous, on a encore un petit peu froid à Paris. Mais bon, voilà, ça va se réchauffer, paraît-il. Bon, justement, Régis de Castelnau, votre bonne humeur, on va commencer par vous. C'est un coup de gueule aujourd'hui. Vous vouliez, Régis, nous parler de l'usage du terme armistice par la presse pour le 8 mai, au lieu de capitulation. Alors, c'est pas décisif, ça me passait par l'esprit hier quand je regardais un peu les réseaux, je regardais les titres de la presse. Systématiquement, ça témoigne d'une inculture importante qui, effectivement, qualifie la fin de la Deuxième Guerre mondiale comme celle de la Première, alors qu'elles n'ont rien à voir. Ça a été un combat épouvantable, ça a été la victoire sur le nazisme. Vous savez, sur Twitter, il y a une série qui s'appelle Paroles des combattants de la libération, extraordinaire. Tous les jours, il y a un petit portrait de gens qui ont donné leur vie, donc pour un combat qui était un combat contre le nazisme, qui était un combat à mort. Et donc voilà, c'est une capitulation, c'est la défaite. C'est pas seulement la défaite de l'Allemagne, c'est la défaite d'un système. Et je crois que ce serait bien que nos amis journalistes fassent preuve d'un peu plus de culture et un petit peu attention aux mots. Voilà, bon. C'est pas gravissime, Ok, bon, les journalistes en prennent un petit tacle. Ça vous inspire quoi, Jean-Philippe Dugoin-Clément? Non, ce que dit Régis, c'est vrai, les mots ont leur importance. Bon, après, là où je suis assez frappé, j'avais hésité à faire un coup de cœur ou un coup de gueule là-dessus, oui. C'est sur la distanciation de plus en plus forte entre les Français et ce qu'on est, notre passé, nos racines, et en fait, ces cérémonies patriotiques, ces cérémonies du souvenir, du recueillement qui constituent les racines. Enfin, quand on connaît pas son passé, on peut pas savoir vers quoi on tend. Et on est c'est plus un pont, c'est un viaduc, cette semaine. Et moi, j'ai trouvé hier, pour le coup, moi je suis élu en zone rurale, urbaine, donc j'ai pas mal de commémorations, je vais en faire 5 hier, et qu'il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude, beaucoup moins d'enfants. On sent que les gens sont partis, et que d'une certaine manière, entre le devoir de mémoire ou le devoir de pont, il y a un éloignement de plus en plus fort qui se fait. Voilà, quand j'ai dit ça, j'ai pas forcément de solution, c'est un constat, mais si on enlève les corps constitués, c'est-à-dire les élus, les pompiers, les associations d'anciens combattants avec les porte-drapeaux, on se rend compte que il y a assez peu de citoyens lambda qui viennent à ces cérémonies. Moi, je trouve ça pas forcément réjouissant. C'est un manque de désintérêt pour vous? C'est de plus en plus du désintérêt, oui, de plus en plus du désintérêt. Oui. Alors, il y avait eu une petite remontée il y a quelques années, parce qu'il y avait eu une énorme communication, une énorme sensibilisation autour du centenaire de la guerre de 14-18, donc 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 avaient été des années où il y avait eu, autour de la Première Guerre mondiale et des commémorations du 11 novembre, plus de sensibilisation qui avait été faite, mais d'une manière générale, on se rend compte que c'est des choses qui se perdent et que surtout on touche très peu de jeunes, il y a assez peu d'écoles qui viennent. Alors des communes essayent de faire au travers de leurs conservatoires, d'avoir des élèves des conservatoires qui viennent, mais
on voit quand même que ce lien, il a tendance à disparaître. Oui, c'est pas et dans un pays qui est quand même de plus en plus, on en parlera peut-être, mais morcelé, qui est tiraillé entre des intérêts, des communautarismes, des souhaits politiques, des souhaits religieux souvent différents, très très conflictuels. Ces moments au fond qui rassemblent autour de ce qu'on a pu être, de ce qu'on a pu faire, de gens qui se sont sacrifiés pour qu'on soit là, ils s'effilochent de plus en plus. Et Frédéric Fougera, ça vous inspire quoi? Parce que c'est vrai que particulièrement cette Seconde Guerre mondiale, on en parle souvent, c'est difficile à enseigner, notamment l'épisode de la Shoah dans certains quartiers, on en débat souvent. Le manque d'intérêt pour l'histoire, ça vous inspire quoi? Ça vous inquiète? D'abord, je ne sais pas si on en parle si souvent que ça, et peut-être qu'on n'en parle pas bien, ou on n'en parle plus bien aujourd'hui. Peut-être qu'il faut trouver de nouveaux mots, de nouvelles façons d'aborder le sujet. Pour rejoindre Régis et Jean-Philippe, en tant que communicant, je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, les mots ont un sens, donc il faut quand même faire attention aux mots qu'on utilise. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, le sens de ces journées de commémoration, le sens, il se trouve dans comme le disait Jean-Philippe, dans les RTT, dans les jours fériés, non plus dans le sens de ce que représentent ces jours. Donc peut-être qu'il y a une vraie réflexion à faire sur ce travail de mémoire. C'est ce qui nous rassemble collectivement dans cette époque où tout est communautarisme. Donc si même la mémoire ne nous rassemble pas ou plus, mais peut-être juste parce qu'on ne sait même plus ce qu'il faut mémoriser. On sait combien de jours on a, mais on ne sait même pas forcément ce qu'on célèbre ce jour-là ou ce que l'on commémore. Donc il y a peut-être une vraie question à se poser sur comment commémorer à nouveau ou de façon nouvelle. Ou mieux. Ou alors ou alors on abandonne. Mais à mon avis, on peut se poser la question sur est-ce qu'on peut pas faire mieux ou autrement. On poursuit nos débats dans quelques instants, juste après un petit arrêt avec tous les quatre. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et tout de suite, les pronostics hippiques avec vous, Jean-Paul Delperrier. Bonjour. Et ça se passe à Longchamp, Paris-Longchamp aujourd'hui. Eh oui, je vois que vous êtes toujours très bien renseignés. Oui. Bonjour à tous. Le prix du Bel Air ce soir à 20h15 pour le tiercé quartier Quintet Plus dans la 7e épreuve de la Réunion 1 sur 1300 mètres de la piste en gazon. 15 partants puisque le 15 The Cat lui est forfait. Le 11 Concertation sera ici mon favori devant le 6 Koslovka. Le 2 On y croit. 3 Tiffany Lee. 12 Mangaken. 4 Edia Tedia. 9 Special et le 10 les Raves. 11, 6, 2, 3, 12, 4, 9 et 10 pour la sélection du jour à Lyon-Paris en réunion de 3 courses 2, le 7 édition originale. Merci Jean-Paul Delperrier et on retrouve vos pronostics évidemment sur sudradio.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, jeudi 9 mai, comme l'a fait remarquer Frédéric Fougera. Bon, hier j'ai annoncé mardi 8 mai, décidément. Ce pont me perturbe, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc avec nos chroniqueurs du jour, Frédéric Fougera, Christelle Niasme, Jean-Philippe Dugouin, Clément et Régis de Castelnau. Et je me tourne vers vous, Christelle Niasme, avec votre coup de cœur de la journée. Les Français ont l'environnement comme principale préoccupation après la sécurité. Tout à fait. Effectivement, c'est une étude de 2023, de l'année dernière, qui indique qu'après les questions de sécurité, de violence, eh bien l'environnement reste la préoccupation principale, avec une volonté pour plus de 80% d'entre eux, ce que je me suis noté, une volonté que les pouvoirs publics s'engagent très fortement, comme nous sommes engagés sur la crise du Covid-19, et également que on aille vers une société qui tende sur des activités économiques qui n'impactent pas l'environnement. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien, on sait que les Français le souhaitent. Alors moi je suis élu local, oui, moi aussi c'est ce que je souhaite, notamment sur un territoire qui est très en souffrance sur les questions environnementales, parce que c'est un petit peu le sujet permanent de lutter contre les pollutions permanentes, entre la RN6, le rail, les avions. Quand on parle d'environnement... On rappelle que vous êtes conseillère municipale à Villeneuve-Saint-Georges. Sur Villeneuve-Saint-Georges, tout à fait. Et que c'est dans la pensée commune, donc les Français, les élus, d'avoir à cœur l'amélioration des conditions de vie, de la qualité de vie dans laquelle nous évoluons. Alors ça, je trouve que c'est un petit peu antinomique avec ce que nous propose l'État,
qui à mon sens ne va pas dans ce sens, puisque chez nous on nous propose notamment sur les questions aéroportuaires de nous positionner sur le renouvellement des flottes d'avions, ce qui est un petit peu incohérent quand on sait qu'une fois qu'on a acquis un avion, eh bien c'est pour 20 ans. Alors que nous, ce qu'on demande, c'est simplement une petite demi-heure de sommeil en plus. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous reprochez justement à l'État concrètement? Qui ne suit pas cette tendance, et bien simplement, de réduire les nuisances aériennes comme il s'y est engagé. Il a dit qu'il fallait réduire dans les années à venir les nuisances aériennes pour baisser le bruit de 6 décibels, parce que réduire le bruit de 6 décibels, c'est améliorer la qualité de vie. Améliorer la qualité de vie, c'est la santé publique, c'est l'espérance de vie aussi sur nos territoires. Et puis, très important, ce dont on ne parle absolument jamais, parce qu'on a toujours tendance à opposer logique économique et santé publique, ce qui pour nous n'est pas cohérent, parce qu'avec moi, pour moi, on ne transige pas sur la santé. La santé publique chez nous, c'est 1,9 milliard le coût social du bruit. 1,9 milliard. Alors que, je rappelle juste, pour qu'on ait des échelles de valeur, c'est à peu près le montant qu'on a injecté pour dépolluer la Seine, 1,4 milliard depuis 7 ans et pour les années à venir. Et là, les questions aéroportuaires, le coût social du bruit d'Orly, c'est 1,9 milliard vous êtes tous les ans. On est dans le couloir aérien, sous les avions. Et chaque année, c'est 1,9 milliard que ça coûte à l'ensemble de la collectivité, le coût social du bruit. Pourquoi ? Avec des problèmes auditifs, avec les problèmes cardiovasculaires, les problèmes d'attention pour les enfants, les problèmes de santé cardiovasculaires, bien sûr. Problèmes cardiovasculaires. Le bruit est considéré comme une pollution. Et donc, si c'est une pollution, ça a des conséquences sur la santé et ça tue. Et donc, ça a des problèmes sur l'attention, les problèmes de cœur. On a un développement, on a les problèmes quand je dis d'attention, c'est vraiment des symptômes autistiques qui se développent. Quand on voit nos petits qui passent leur temps à lever le nez, nous, on n'y fait plus attention. Mais on le voit très clairement chez les plus jeunes, qui sont en permanence touchés par les conséquences du bruit. Dans des zones urbanisées où on a énormément de nuisances sonores, on vit dans des zones trop exposées au bruit et ça a des conséquences sur notre santé. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? J'imagine que il y a eu plein d'actions depuis plusieurs années. Les études ont dû durer plusieurs années avant que vous nous proposiez ces résultats. Qu'est-ce qu'on vous répond ? Le sentiment, c'est en permanence de devoir se battre pour simplement faire respecter le cadre de la loi. Donc rester dans le plafonnement du trafic aérien. Moi, il y a un principe qui me choque, c'est le principe dérogatoire. C'est-à-dire qu'au-delà de 23h30, parce que les avions ne sont pas censés voler au-delà de 23h30, qu'au-delà de 23h30, on soit en capacité de donner des dérogations. Qu'est-ce qui fait moi je suis des Antilles, on n'a pas d'urgence Caraïbes après 23h30, vous voyez, pour partir pour des vols pour les Antilles ou pour des vols qui sont de moins de 2 heures. Donc, ça veut dire qu'on est capable de dire, à partir du moment où on fait passer les avions au-delà d'un certain créneau horaire, eh bien, on peut, avec la santé publique, considérer que pour les populations survolées, c'est peut-être pas si grave que ça. Et ça, c'est proprement, c'est dérangeant que l'État maintienne cette position. Frédéric Fougera, vous vouliez réagir ? D'abord, je comprends le coup de gueule de Christelle parce que je connais son secteur et sa ville. Oui. Et quand on se promène, n'étant pas résident à Villeneuve-Saint-Georges, dans le centre-ville, quand un avion atterrit sur la piste d'Orly, vous avez le sentiment qu'en levant le bras, vous allez pouvoir le toucher. Donc, rien que visuellement, je vous parle même pas de pollution sonore, mais rien que visuellement, c'est assez effrayant, ce sentiment de proximité des avions près de cette ville. Maintenant, j'ai aucune idée de ce que peuvent être les solutions, parce qu'effectivement, les préoccupations des gens, des Français notamment, mais dans le monde entier, c'est l'environnement. Et en même temps, on n'a jamais... Justement, pas dans le monde entier, malheureusement. C'est bien le sujet. Dans beaucoup de pays quand même. Ouais, mais dans le monde entier, mais les Français d'abord n'ont jamais autant voyagé en avion sur des distances courtes pour des périodes très courtes. Donc de toute façon, nos pratiques sont très différentes de nos réflexions. Donc là, il y a quand même une contradiction qui est assez compliquée. Elle est compliquée pour tout le monde et elle est aussi compliquée pour les pouvoirs publics. Maintenant, sur la question des dérogations, je la découvre. Il y a des villes, il y a des aéroports où on ne déroge pas. Je crois par exemple que c'est le cas de Malaga. Malaga, c'est en Espagne. Si vous avez, si votre avion a du retard, eh bien s'il doit arriver au-delà d'un certain horaire, eh bien votre avion ne partira pas parce que il n'y a pas de dérogation. Donc c'est aussi possible. Donc après, ce sont des choix politiques, économiques. Voilà, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas, c'est possible. Qu'en pense l'avocat de Castelnau ?
Alors, merci de me poser la question en rappelant ma fonction. Je vais d'abord faire une première remarque. Je pense que c'est une prise de conscience mondiale. Moi, j'ai beaucoup voyagé, y compris dans des pays à fort développement industriel. J'étais en Chine. Ils sont très sensibles. La population chinoise, mais les autorités chinoises sont très sensibles aux questions d'environnement. Leur décollage industriel leur a probablement, de ce point de vue, coûté assez cher. Mais il n'y a pas beaucoup de pays qui s'en désintéressent complètement. Peut-être avec Milei, ce sera l'Argentine. En tout cas, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, et tant mieux. Alors, en ce qui concerne la question juridique, il se trouve que j'ai enseigné le droit de l'environnement à l'université de Bourgogne, et le droit de l'environnement, ça tombe bien, oui. Alors d'abord, parce que je peux déjà vous répondre. Oui, une des premières parties de mon enseignement, c'était le droit contre le bruit. Hein, c'était ça. Il y a un droit du bruit, il y a un droit de l'eau, des installations classées, bien sûr. Hein, ce sont des grands blocs qui sont juxtaposés, et donc c'est une compétence d'État. C'est-à-dire que la responsabilité est bien celle de l'État. D'abord, de produire les normes avec la compétence législative et la compétence réglementaire, de les faire appliquer. Donc, c'est une initiative de l'État. Et lorsque, effectivement, il y a des luttes qui se développent, il y a des prises de conscience, il y a des combats, l'interlocuteur principal, c'est l'État. Hein, c'est lui qui doit rendre les arbitrages et faire le boulot. Donc, en ce qui concerne le transport aérien, c'est une vraie question. C'est une vraie question, mais ça vient irriguer tout un tas de choses. Regardez ce qui se passe à Venise. À Venise, ils vont, c'est terrible le tourisme de masse, parce que le transport aérien, surtout au sud, puisque il s'agit d'Orly, hein, donc des aéroports d'Orly, le tourisme est très très impliqué, et la question du tourisme de masse, d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que au moment du Covid, ça s'est arrêté. Et on s'est dit, les gens vont prendre d'autres habitudes. Ça, c'est le contraire qui s'est produit. C'est vrai. C'est plus de monde qui voyage, comme le disait Frédéric. D'ailleurs, Frédéric, vous l'y interpellez aussi, Régis. Pas l'interpeller, mais rajouter quelque chose. Juste une micro-précision, et j'ai vérifié parce que j'avais pas le chiffre exact. Je ne sais pas si les Chinois sont si sensibles que ça au sujet, mais dans l'année qui vient, ils ouvriront 30 nouveaux aéroports. Alors je sais que la surface de leur pays est importante, mais en même temps, je suis pas certain que ça aille vraiment dans le sens de moins de pollution aérienne, moins de trafic. Oui, mais ils développent beaucoup le ferroviaire aussi. Donc non, je parle de la sensibilité. Hein. Je parle pas de. Après, ce sont les arbitrages qui rendent. Ils ont une trajectoire. Ils doivent effectivement assurer le développement d'1,3 milliard d'habitants. C'est pas un petit challenge quand même. Hein. Donc c'est ce que je voulais dire. Non. Et puis bon, après vous allez en Inde, c'est un peu pareil. Vous allez aux Maldives, c'est pareil. Enfin, je veux dire, moi j'ai rencontré cette sensibilité partout. Ah bon. Bon, écoutez, très bien. C'est à Dubaï, etc. J'ai pas dit. Les gros 4x4, l'essence, non, ils s'en fichent complètement de l'environnement. Je suis pas sûr. Non, pas du tout. Ah bon désolé Stéphanie. À Dubaï, le gouvernement mise, mais à fond sur l'électrique, et avec des mesures qui sont. Je suis pas ambassadeur ni avocat de Dubaï. Non, mais parce parfois il faut aussi casser les caricatures ou certaines images. C'est ce que j'ai constaté personnellement, mais maintenant il y a peut-être effectivement une. Alors à Dubaï, on peut faire plein de critiques, mais je viens juste corriger un point si je peux me permettre. À Dubaï, le gouvernement mise à fond sur l'électricité. Tout est fait en faveur des gens qui préfèrent l'électrique au carburant. Les autoroutes qui sont payantes sont gratuites, les stationnements est gratuit, le recharge électrique sont gratuits dans les centres commerciaux. Donc, mais je suis ravie de l'apprendre. Vous m'apprenez quelque chose. Très bien. Non, mais je caricature pas. C'est souvent l'image qu'on a du gâchis, du n'importe quoi. Pour m'y être rendu, c'est souvent l'image qu'on a, et il faut parfois savoir la modérer aussi. Jean-Philippe, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, en fait, c'est très particulier. L'Île-de-France, c'est un des plus grands hubs aéroportuaires européens. Sur ces 3 aéroports, Roissy-Charles de Gaulle, Le Bourget et Orly. Après, il y a une grande caractéristique sur Orly qu'on n'a sur aucun autre aéroport, si on compare à Heathrow, à Londres, c'est qu'on est dans un tissu urbain très dense. Orly, contrairement à tous les autres grands aéroports européens, c'est plus de 500 000 personnes qui vivent sous le cône de bruit direct, qui sont soumis au plan d'exposition au bruit, au plan de prévention du bruit. Et donc, il y a une densité de population extrêmement forte. Et en fait, là où il y a une forme d'incohérence, c'est qu'effectivement, l'État avait 3 solutions préétudiées, 2 qui jouaient sur les amplitudes horaires. Pour réduire un petit peu les amplitudes horaires, aller dans le sens des recommandations de l'OMS sur un temps
sans bruit. Et la solution qui a été arrêtée par la préfète et par l'État, ça a été de jouer sur le renouvellement de la flotte aéroportuaire. Or, en ce moment, qu'est-ce qui se passe sur Orly ? Air France vient de prendre une décision, moi, en tant qu'élu du Sud francilien, que je trouve absolument scandaleuse, qui est de retirer tous ces vols pour tout centraliser sur Roissy-Charles de Gaulle. Et donc, Orly, alors même que la ligne 14 de métro arrive et apporte une desserte extrêmement forte depuis Paris qui n'existait pas, Orly va se retrouver spécialisé sur une forme de déclassement sur le low cost. Et pour faire tourner des low cost, il faut plus d'amplitude horaire parce que généralement, vous maximisez les vols et c'est pas là où vous avez les avions les plus récents également parce que vous maximisez les coûts. Donc on voit bien qu'il y a une forme de déclassement d'un territoire qui est déjà extrêmement impacté depuis des années, qui est porté en partie par Air France, en partie par ADP, en partie par l'État. Et je pense que la colère des habitants du territoire, des élus, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que c'est toute tendance politique confondue. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de vos coups de cœur et vos coups de gueule. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Permettez-moi de vous féliciter pour vos émissions. Je me délecte, je vous redécouvre et j'apprécie beaucoup. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, ça continue à débattre hors antenne, n'est-ce pas ? Nous avons poursuivi avec Frédéric sur notre débat, mais enfin voilà, on va en finir avec l'environnement. On va poursuivre avec vos coups de gueule, vos coups de cœur. Je me retourne vers vous, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Alors, vous, coup de gueule aujourd'hui sur le projet de loi sur le logement. Ça a fait couler pas mal d'encre la semaine dernière, qui prévoit notamment de sortir les locataires qui gagnent trop bien leur vie, entre guillemets, des logements dits sociaux, mais pas les délinquants, vous dites, vous, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Oui, en fait, on est dans un pays où on vit une crise du logement terrible, qui s'est aggravée de manière extrêmement forte depuis 2020. Quand on parle de crise du logement, c'est le principal poste de dépense des Français. Pour des familles modestes, ça peut aller jusqu'à 50% des revenus qui partent sur le logement, entre le loyer, les charges induites directement par son logement. Et le gouvernement propose un projet de loi. Bon, très objectivement, dans ce qui est proposé par le ministre Kasbarian, pour moi, il y a quasiment rien de négatif, mais qui est un projet de loi qui est technique, qui n'est pas un projet de loi politique et qui va soigner, si on devait faire un parallèle, un cancer avec du Doliprane. Alors certes, c'est bien d'avoir du Doliprane, ça peut enlever la douleur, mais ça soigne pas fondamentalement les choses. Et il y a un point particulier sur lequel je souhaitais revenir, c'est la question du logement social. En fait, aujourd'hui, quand on parle de logement social, déjà on devrait parler de logement pour tous. Dans notre pays, le logement social, à tort ou à raison, c'est 70% des revenus des Français qui ont droit à du logement social, à des tarifs différents selon vos revenus, mais 70% des gens, lorsqu'ils ne sont pas propriétaires, ont droit à du logement social. Et le projet de loi prévoit de permettre aux bailleurs de couper purement et simplement, alors c'était déjà le cas, mais ça simplifie les choses, un bail lorsque les revenus d'une personne dépasse un certain plafond. Alors quand on dit ça, on peut se dire c'est du bon sens. Il y a une crise du logement terrible, il y a des gens qui n'ont pas à être dans le logement social, ils peuvent aller dans le privé, il y a qu'à les mettre dehors, ça résoudra le problème. Quand on a dit ça, ça représente 8% des locataires du logement social. Sur les 8%, le projet de loi prévoit des exceptions sur les personnes de plus de 65 ans et ceux qui habitent dans des quartiers en politique de la ville. Si on parle peut-être de 3 ou 4% du parc de locataires. On est sur des gens qui peuvent se retrouver en fin de carrière, qui vont aborder leur retraite, qui peuvent avoir eu pendant 1 an ou 2 des primes exceptionnelles. La réalité de la vie fait qu'on a des revenus qui peuvent être fluctuants. Quand on gagne un peu plus, c'est aussi un moyen de faire plus de recettes, parce que quand vous gagnez plus dans du logement social, vous payez un surloyer. Donc vous amenez des recettes supplémentaires. Et puis vous créez aussi de la mixité. Vous évitez des phénomènes de paupérisation. Donc tout ça est assez ambivalent. Et en fait, je pense qu'on vient créer une forme d'insécurité, une forme de peur, et on vient marketer quelque chose. On fait de la communication. En Île-de-France, il y a 850 000 demandeurs de logement. Le délai, c'est 13 ans. Arithmétiquement, c'est 65 000 logements qui se libèrent annuellement, peu ou prou. 850 000, il faut 13 ans. Si on enlevait 8% de personnes, et on voit bien que c'est moins de ça, on passerait à 12 ans,2. C'est-à-dire que ça ne résout strictement rien par rapport à la crise du logement. Ça vient mettre des personnes en schéma d'insécurité. Et dans le même temps, on s'aperçoit que sur un des grands problèmes du logement en général, c'est qu'on ne va pas traiter la question des familles qui sont des familles délinquantes. On a des familles dont soit les locataires, soit les enfants des locataires
pourrissent la vie d'un quartier, pourrissent la vie d'un immeuble. Et aujourd'hui, on ne peut pas, ou dans des conditions extrêmement difficiles, ça a été un petit peu ouvert, mais les conditions sont tellement restrictives que ça reste en pratique extrêmement difficile, couper un bail d'une famille dont les enfants sont délinquants, multirécidivistes, pourrissent la vie d'un quartier. Et je pense que si on devait aller sur des ruptures de baux sur du logement social, on devrait le faire pour protéger les personnes modestes qui vivent dans du logement social. Quand vous êtes dans du logement social, c'est vous êtes quelqu'un de modeste. C'est pas mal, au contraire, c'est bien que l'État amène de l'argent pour aider des familles modestes à pouvoir se loger dans des secteurs où le coût du logement est extrêmement élevé. Mais cette aide de l'État, elle n'a pas à venir bénéficier à des familles de délinquants. Et encore une fois, je pense que on ne se pose pas forcément les bonnes questions là-dessus. Alors, il va y avoir une discussion parlementaire, ça va démarrer au Sénat en juin, ça se poursuivra à l'Assemblée en septembre. J'espère que la discussion parlementaire permettra d'éviter d'aller vers ce qui a un coût marketing sur du logement social en CDD, parce que c'est pas autre chose, mais permettre de résoudre la véritable difficulté de dizaines de milliers de personnes qui vivent un enfer quotidiennement, qui demandent à, pour le coup, changer de résidence ou de quartier, parce qu'on ne solutionne pas la question de quelques familles qui pourrissent la vie des autres. Moi, je pourrais vous parler d'un quartier dans ma commune, on sort 3 familles, j'ai plus de problème dans ce quartier. Et vous n'arrivez pas à le faire? Mais ça n'est légalement pas possible aujourd'hui. Parce que les seules possibilités de résoudre un bail, de couper un bail pour un bailleur social, il faut qu'il y ait au sein même de l'immeuble des dégradations qui soient faites. C'est-à-dire que si les dégradations sont faites, si les trafics sont faits, si les raquettes sont faits dans un autre quartier de la commune ou à l'autre bout de la ville, le système est extrêmement restrictif aujourd'hui et on va ouvrir le système pour couper les baux sur des gens parce qu'ils ont gagné 500 ou 1000 euros de trop à l'année, mais on va pas les traiter véritablement la question de personnes délinquantes qui pourrissent la vie des honnêtes gens. Et des honnêtes gens modestes, parce que les gens qui vivent dans du logement social, c'est des personnes modestes. Régis de Castelnau, vous en pensez quoi? Alors, ça fait 2 fois, ma chère Stéphanie, parce que j'ai aussi enseigné le droit de l'urbanisme, mais j'ai travaillé sur la question du logement social, et décidément, j'ai l'impression de retourner au chagrin, là. Et j'ai écrit un petit bouquin, il y a déjà un petit moment, qui s'appelle Le maire et le logement social, justement, parce que, pour voir comment on pouvait opérer. Donc, je tiens, j'ai entendu ce réquisitoire impeccable, hein. Vraiment, voilà, tout était dit, c'est une opération de communication. On va faire payer les riches. Mais c'est simplement idiot, il y a le surloyer, absolument. Donc, et il faut maintenir une certaine stabilité. Alors simplement, ce que je voudrais ajouter concernant la gestion. Alors, il y a la question des familles délinquantes, je suis tout à fait d'accord. 2, 3 personnes, ça pourrit une barre d'immeuble dont on n'arrive pas à se débarrasser. Il y a également l'exécution des décisions de justice. Moi, quand j'étais avocat, je le suis toujours, mais honoraire, je travaillais pour des offices, pour des SA d'HLM, des organismes de HLM. Et donc, on avait des gens qui s'installaient dans le défaut de paiement, ça durait 1 an, 2 ans, et c'était extrêmement difficile de régler le problème. Très difficile. La justice se prononçait, les décisions étaient rendues et il était extrêmement difficile de les faire exécuter. D'ailleurs, quelquefois, on avait des maires qui étaient présidents des offices. Vous m'entendez pas? Si, justement, on vous entend beaucoup. Manifestement, nos auditeurs disent qu'on vous entend plus. Voilà, mais mais c'est très bien. Vous avez une voix de stand-up, tout va bien. Voilà. Et donc, non, ce que je voulais dire, c'était que j'ai même connu des maires qui était président d'un office et qui donc l'office faisait des procédures de résiliation des baux et demandait les expulsions, mais le jour où l'huissier venait, le maire avec son écharpe s'opposait à ce qu'on mette les pauvres dehors. Bon, j'ai eu quelques exemples de ce type. Non, je pense que malheureusement, sur cette question du logement, qui est une crise gravissime pour notre pays, il y a de nouveau encore beaucoup de démagogie. Et on se retrouve dans quelques instants, juste après un petit arrêt. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demur.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, la suite de vos coups de gueule, coups de cœur avec nos invités, Christelle Niasme, Jean-Philippe Dugouin-Clément, Régis de Castelnau, Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. Je me tourne vers vous, Frédéric, avec votre coup de gueule. Aujourd'hui, les JO, on en parle enfin. Alors Stéphanie, c'est ni un coup de gueule ni un coup de cœur, c'est plutôt un appel. C'est mon appel du 9 mai et un vous appel. Avez l'esprit de contradiction aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de vous contrarier. Oui, je le sens bien. Je me suis pas levé comme ça. Bon. Allez-y. Donc c'est un appel au stop JO bashing. Voilà, qu'on soit pour ou qu'on soit contre les JOP, à supposer d'ailleurs que la question se pose, mais en France, on aime toujours être pour ou contre quelque chose, plus souvent. C'est l'esprit gaulois. Plus souvent contre d'ailleurs. La France est organisatrice des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est un fait, c'est comme ça, on ne le changera pas. Depuis hier, la flamme olympique, elle est sur notre territoire et le monde entier va nous regarder plus que jamais jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques en septembre. Alors, mettons nos critiques, nos reproches, peut-être nos colères de côté. Nous pourrons faire le bilan, il faut faire un bilan, mais on le fera après. Nous pourrons faire la liste de tout ce qui n'a pas été bien pensé, de tout ce qui n'a pas été bien fait, peut-être des opportunités gâchées, mais après. Ne soyons pas égoïstes. Pensons au sacrifice des athlètes qui vont tenter de nous faire vibrer, qui vont tenter de nous faire rêver. Sacrifice, c'est sympa quand même. Sacré sacrifice, les athlètes dans une vie pour essayer d'aller décrocher l'or olympique, une médaille ou l'or olympique et nous faire vivre des émotions incroyables. Ne soyons pas destructeurs non plus. Ne jouons pas contre notre camp, ne salissons pas l'image de notre pays. Attendons la fin des épreuves pour faire le bilan, notre bilan, un bilan, peu importe. Mais pendant la période qui est devant nous, soyons fiers et soyons solidaires. Je ne demande à personne de se renier, juste de faire une trêve olympique. Ça me semblerait être une preuve d'élégance, d'intelligence, de bienveillance, de simplement nous montrer dignes des valeurs olympiques qui sont, je le rappelle, l'excellence, le respect et l'amitié. Voilà, nous y sommes. C'est bien, faisons un bel une trêve olympique. Vous avez trouvé qu'il y avait du bashing hier? C'était plutôt très enthousiaste. Hier non, c'est vrai, c'est vrai. Comment vous l'avez trouvé cette cérémonie? C'est incroyable, assez incroyable. Moi j'ai eu l'impression de voir des œuvres d'art, j'ai eu l'impression de voir un tableau de Delacroix avec cette pyrotechnie de jour. Un magnifique spectacle, une effervescence incroyable parce que justement ceux qui font du bashing nous promettent le pire. Là, j'ai eu quand même le sentiment hier qu'il y avait un esprit positif qui entourait cette si ce n'est, je sais pas si on peut dire une cérémonie, mais en tout cas cet accueil de la flamme sur le port de Marseille et donc en France. Formidable. Et puis ça montre aussi que c'est Paris 2024, ce n'est pas que Paris, c'est aussi toute la France, en tout cas une grande partie de la France. Je sais que certains territoires auraient aussi aimé soit avoir la flamme, soit avoir des épreuves, c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas c'est pas juste concentré sur un noyau ultra-urbain. Là c'était très sur Marseille et justement ça, après on peut en débattre. Il y a eu quand même quelques critiques, on en parlait là tout à l'heure avant de commencer l'émission, notamment sur le choix du rappeur Jules. Vous en pensez quoi, vous, de ce choix, Christelle Niasme? Sur le choix du rappeur Jules? Comme on le disait tout à l'heure, c'est très marseillais. Je fais peut-être partie de l'ancienne génération. Moi, ça me je trouve que c'est pas forcément. Vous vouliez Zidane, vous? Comme bien entendu, on en a parlé. Effectivement, il y a peut-être des symboles plus forts qui mettraient en avant le savoir-faire français, des personnages. Alors je les ai pas en tête, là comme ça, mais effectivement, je me pose la question de qu'est-ce qu'on cherche à dire avec le rapport de Jules. Alors ça représente une partie de la population, ça représente, on va dire, la tendance. Maintenant, est-ce que les Jeux Olympiques qu'on attend depuis 10 ans, il faut s'inscrire dans la tendance, un effet de mode? C'est un des plus grands vendeurs je crois même le plus grand vendeur de rap français de ces derniers temps. 7 millions, me semble. On est bien d'accord, mais est-ce qu'on est sur une opération de communication à un temps donné, ou est-ce qu'on essaye de capitaliser sur les Jeux Olympiques pour démontrer justement ce qu'est la France? Moi, je fais partie des gens qui sont un petit peu en retrait, comme on le disait tout à l'heure sur la question des JO, parce que finalement, dans mon département, on n'a pas d'épreuves, mais on a des champions, c'est vrai. Et des avions. Et des avions qui vont nous emmener les touristes. Et pas la patrouille de France. C'est ça. Mais pour le coup, je pense qu'il faut s'adjoindre à cet engouement national et profiter des Jeux Olympiques, justement pour défendre nos territoires, montrer qu'on n'est pas qu'un territoire grognon, contestataire où rien ne va. Mais après on peut commenter. Jean-Philippe Dugouin-Clément,
pour vous, c'était clairement un choix, entre guillemets, politique, le choix, parce que bon, c'est vrai que tout le monde attendait, on se demandait qui c'était, il y avait des rumeurs, beaucoup espéraient Zidane, bon... alors moi, je vais pas faire dans le bashing ou quoi que ce soit. Je vais essayer de faire dans la bienveillance, qui est un mot qui est quand même de plus en plus rarement utilisé ou appliqué aujourd'hui. La bienveillance. Non, moi je regarde ça d'assez loin. Pour le coup, comme Christelle, l'Essonne, on n'a rien sur les JO. Voilà, il y a un choix qui a été fait de très très centré. Le choix par nature est politique. Quand vous choisissez sur la cérémonie d'arrivée de la flamme en France, la personne qui allume le chaudron, c'est un choix qui est politique. Alors vous pouvez prendre une star ou un inconnu, déjà ça c'est un choix politique. Vous pouvez prendre un millionnaire de la musique ou quelqu'un qui est un travailleur social bénévole, tout ça c'est des choix. Et le choix politique en l'espèce qui a été fait, ça a été de prendre quelqu'un de Marseille, la ville qui existe, et quelqu'un qui parle à une catégorie socio-professionnelle qui est une catégorie plutôt jeune. Je suis pas convaincu que ça parle beaucoup à une grand-mère périgourdine ou alsacienne, mais aujourd'hui, on fait de la politique en s'adressant à des segments, on fait des séquences pour parler à des segments. On parle plus au pays, d'ailleurs, parce que ça fait partie des choses dont on crève aujourd'hui. Le regretter un peu quand même. Oui, mais c'est le monde qui est comme ça, c'est l'époque qui est comme ça. Après, reprocher au COJO, au ministère des Sports ou à la présidence de la République de choisir tel ou tel, ils s'adaptent au monde dans lequel on est, mais on a choisi de parler à un segment de population, et voilà, mais je suis pas convaincu. On aurait pu faire d'autres choix, est-ce qu'ils auraient été meilleurs ou moins bons, j'en sais rien. Régis de Castelnau, justement, est-ce que ça n'est pas de nature à renforcer la polarisation de notre pays, d'aller vraiment dans des segments, justement, et pas essayer de faire consensus ? Et ça peut pas être une surprise. Bon, je vais commencer par dire que j'aime bien Jules. Il est très populaire à Marseille. C'est un artiste, sorti du rang, hein, mais qui a un vrai sens musical. Moi, j'aime bien. Alors, Nakamura qui va venir chanter Dédie Park, je sais pas, je connais pas du tout. En revanche, Jules, j'avais même écrit un article pour le défendre, parce qu'il a vu une orthographe approximative sur les réseaux. Mais simplement, oui. Ce choix est le reflet de la politisation totale de ces Jeux Olympiques. Moi, je veux bien. J'ai été un amateur passionné du sport et surtout des Jeux Olympiques. Je peux vous donner les vainqueurs de toutes les épreuves d'athlétisme de celui de 68. Hein. Mais j'ai fini par décrocher. Il y a eu les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors certes, c'était le Covid. Plus personne n'en a le moindre souvenir. Je sais que à Rio, c'est-à-dire il y a 8 ans, 90% des installations sont totalement abandonnées, donc c'est devenu une espèce de foire politique et politisée, extrêmement politisée. On a 2 acteurs politiques, on a le président de la République qui fait des pieds et des mains pour essayer que ça se passe bien pour lui, parce qu'il espère bien un petit peu, après une probable défaite aux élections européennes, un petit peu de redorer son blason politique, et on a Madame Hidalgo qui essaye de sauver sa mairie. Bon, très bien, mais je veux dire, faut pas être étonné après qu'il y ait cette politisation. Moi, je vais m'en désintéresser de ces jeux, je reconnais, je vais regarder attentivement le tournoi européen de foot, là, l'Euro, hein, mais les Jeux Olympiques ne m'intéresseront pas pour toutes ces raisons, parce que c'est devenu une espèce de foire commerciale. Et quand je parle de politisation, je rappelle quand même que Madame Hidalgo est venue dire j'irai accueillir les Ukrainiens, mais je refuse que les Russes viennent sous leur drapeau. Ils peuvent venir si c'est neutre, si c'est pas de la politisation, ça qu'est-ce que c'est, hein? Je ne parle pas du fond des décisions qui ont été prises, mais il faut pas s'étonner après que ce soit aussi un facteur de division. Quand Emmanuel Macron vient dire j'espère que c'est pas trop fort, j'ai changé de micro. Non, tout va bien. On vous entend, on vous écoute. Non. Hein, donc non, mais écoutez, il vient dire il va falloir, il fait le tour du monde diplomatique, il va falloir que nous ayons une trêve olympique. Il y en a jamais eu, hein, dans l'histoire des Jeux Olympiques modernes. Hein, il essaye de poser ça. Il en a parlé à Xi, qui fort aimablement lui a dit nous allons réfléchir. Hein, mais c'est hyper politisé, et dans un pays comme tous les grands aussi événements divisé que la sportifs, France, comme la ça peut Coupe pas du bien se Monde, passer.
Frédéric Fougerat, oui, c'est forcément politique et on peut le regretter, mais enfin, une fois que la compétition va commencer, ça va être du spectacle. Espérons que ce soit du spectacle, que ce soit de la joie, des émotions. Je note juste dans les propos de Régis qu'il est un peu contradictoire avec lui-même parce que il dit que c'est politique et en même temps il a commencé par expliquer que le choix de Jules, finalement il était assez logique parce qu'il est très populaire à Marseille. Donc donc c'est un choix politique. Tout est politique si on veut y donner un angle politique, mais voilà. Et après, je rejoins Jean-Philippe sur le fait qu'en fait chaque porteur de la flamme certainement aura été choisi pour parler à une communauté plus que de façon générale à tout le pays. En tout cas, on était loin de la cérémonie d'ouverture du rugby avec la baguette et le béret, ça c'est sûr. On va un petit peu avancer. J'avais oublié. Ils ont peut-être eu peur d'avoir les mêmes critiques, justement. D'autres sujets d'actualité, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la polémique, elle est devenue un petit peu habituelle du genre. Rima Hassan, 7e sur la liste LFI aux européennes. Ce que fait Israël à la Palestine n'est pas très différent de ce que la France faisait à l'Algérie. Clairement, est-ce qu'elle va trop loin, Rima Hassan, Jean-Philippe Dugoin-Clément? Elle est fidèle à elle-même et à la ligne de la France insoumise, qui est une ligne de fracturation du pays. Fondamentalement, alors, la question n'est même pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Est-ce que il y a une réponse qui peut aboutir à un génocide, à pas de génocide? Qu'est-ce que vient faire la guerre d'Algérie là-dedans? En quoi est-ce qu'on vient accuser le pays dans lequel on vit de tous les maux, de toutes les turpitudes? On est fondamentalement sur des gens qui détestent la France, qui détestent leur pays, ce qui est une caractéristique propre aux insoumis, ce qui n'était pas le cas de la gauche traditionnellement, qu'on parle des communistes, qu'on parle des socialistes, c'était pas le cas. On est sur des gens qui détestent le pays dans lequel ils vivent, qui sont dans une logique de fracturation de ce pays et qui ne visent qu'une seule chose, c'est l'élection présidentielle de 2027, en allant chercher un réservoir de voix extrêmement important, qui est un réservoir de voix généralement musulman et beaucoup d'origine maghrébine ou moyen-orientale, qui a très peu voté lors des dernières présidentielles, mais qui a voté très majoritairement Jean-Luc Mélenchon. Donc on est sur un calcul électoral, sur de la petite politique politicienne qui se fait pour essayer d'emmener quelqu'un qui est totalement imbu de lui-même et qui s'imagine un destin présidentiel à l'Élysée, et qui se fait de manière extrêmement dangereuse parce que ça se fait en contribuant à fracturer, à détruire ce pays. On parlait des commémorations tout à l'heure. Je ne sais pas si Rima Hassan était aux commémorations du 19 mars, tous les ans, qui sont les commémorations de la fin de la guerre d'Algérie, qui a été un drame des deux côtés de la Méditerranée, qui, comme toutes les guerres, a connu et a vu des atrocités. Mais je pense qu'il y a un moment, faudrait vraiment arrêter de mettre en accusation ce pays dans une espèce de concurrence victimaire sur tout ce qui peut se passer ou tout ce qu'on peut défendre ou de ne pas défendre à l'étranger. On va continuer à en parler dans quelques instants. Attendez, parce qu'on marque une pause. 0826 300 300 si vous voulez réagir, et on se retrouve dans quelques instants à peine. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, la suite de nos débats animés aujourd'hui. Frédéric Fougerat, Christelle Niasme, Jean-Philippe Dugoin-Clément et Régis de Castelnau ont discuté, débatté il y a quelques instants sur la sortie de Rima Hassan, je vous rappelle, numéro 7 de la liste LFI aux européennes. Ce que fait Israël à la Palestine n'est pas très différent de ce que fait la France, de ce qu'a fait la France à l'Algérie. On a entendu la réaction de Jean-Philippe Dugoin-Clément. Régis de Castelnau, vous en pensez quoi? Moi je trouvais que la présence dans le débat pour ces élections de Rima Hassan était une bonne chose. On a la plus forte communauté juive d'Europe, la plus forte communauté musulmane. On a importé le conflit nécessairement. Je vois pas comment on peut faire autrement. Et c'est clairement l'État, les institutions et le champ politique, plus le système médiatique, ont pris le parti d'Israël. C'est sûr que au sein de la communauté musulmane, faut pas se raconter d'histoire. La sympathie va du côté de la Palestine. Ils regardent tous Al Jazeera, etc. Moyennant quoi, donc je trouvais que ça permettait peut-être de rééquilibrer un petit peu avec une personne qui a de l'abattage, et moyennant quoi, hop, patatras, LFI revient, on nous fait la démonstration qu'on n'a pas ses positions pour des raisons de principe,
mais pour des raisons électorales. Hein. On envoie un message pourri à la communauté musulmane, à la communauté maghrébine, en lui disant pourri et dangereux, quand voilà, vous devez voter pour nous parce que on est de votre côté, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se pose. Les positions des LFI, ils les ont, c'est les leurs. Ils doivent les avoir pour des raisons de principe, hein, mais c'est vraiment patatras, quoi. Ça me fait penser LFI qui hurlent parce qu'on interdit Jean-Luc Mélenchon alors qu'ils passent leur temps à essayer d'interdire les autres. C'est toute l'équation de ce mouvement. Christiane Niat. Oui, moi je partage complètement ce qui a été dit juste avant moi et particulièrement ce que l'analyse de Jean-Philippe sur le sujet. On est vraiment face à des gens qui me semblent être particulièrement dangereux. On est sur une société qui est déjà très balkanisée. On a des communautés qui sont très tendues, pour certaines qui vivent dans la peur, dans la défiance. Je pense qu'on n'a pas le droit, c'est même insultant à l'endroit des différentes communautés que drague la France insoumise, d'utiliser, parce qu'on a importé le conflit, d'utiliser les sentiments profonds des gens à des fins électoralistes. C'est honteux et c'est très dangereux. Et puis on utilise vraiment les biais de notre société actuellement. Donc on vit dans une société qui est très fracturée, on est dans une société de l'hypercommunication, et LFI, ça m'a donné ce matin, je me disais, on est sur un parti qui regroupe tous les influenceurs, tous les Nabila de la politique. Voilà ce que je ressens. On a Louis Boyard qui passe son temps à nous faire des envolées, parce qu'il est sur la circonscription sur laquelle je suis, à faire du blocus. Hein. On est sur des élus locaux qui passent leur temps à bloquer le système, à le casser, à le remettre en question sans pour autant apporter des solutions, parce que c'est facile de jeter un pavé dans la mare. Mais après, l'exercice du quotidien, gérer les dégâts qui sont quand on a les populations qui sont dans la crainte, qu'on n'a pas de solution pour le quotidien, ils sont plus là, ils sont partis. Mathilde Panot qui va nous a à un certain moment proposé d'aller dormir pour jeter de la lumière sur les personnes sans abri. Oui. Mais c'est des grosses opérations de communication. Ils avaient fini au bistrot. Hein, ils ont fini au bistrot. Non, c'est vrai. C'est terrible. Donc c'est vraiment se moquer des personnes qu'ils prétendent défendre, utiliser ce qu'elles ont de plus cher en elles-mêmes à des fins électoralistes. Et ça, c'est honteux, et c'est ce qu'on voit sur nos territoires où on fracture nos populations et on n'apporte aucune solution derrière. Et vous êtes aux responsabilités, ils ne le sont pas. Frédéric Fougera, votre sentiment sur le sujet, Stéphanie, moi je veux dire que j'ai plusieurs visions. En tant que communicant, je constate que l'extrême gauche, elle communautarise les polémiques et alimente des colères que l'extrême droite, elle, arrive à transformer en voix, à recycler en voix. Et j'ai pas envie d'être la courroie de transmission de ces personnes. En tant que citoyen, je pense que Sophia Aram, elle a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet à la cérémonie des Césars. Elle s'est fait attaquer, elle aussi. Et elle se fait évidemment attaquer, puisqu'elle ne fait pas plaisir à tout le monde. Et en tant que participant à cette émission, il y a une semaine ou deux, nous disions qu'il fallait pas qu'on tombe dans le piège des provocations, de mettre toujours en lumière, qui nous permettent finalement de mettre toujours en lumière ce type de personnes. Je rappelle qu'il se présente comme une réfugiée palestinienne, alors qu'elle est née en Syrie. Et manifestement, elle y passe beaucoup de temps, qu'elle a grandi à Niort, et qu'a priori, elle n'aurait jamais mis les pieds en territoire palestinien. Oui, c'est vrai qu'elle est partie très jeune, je crois, en Syrie, avec ses parents réfugiés. Elle est née en Syrie, puis à 10 ans, elle est venue en France, à Niort, et donc apparemment, elle n'aurait jamais mis les pieds en Palestine. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une réfugiée palestinienne. Qu'elle défende une cause, c'est une chose. Maintenant qu'elle réécrive son histoire pour prétendre être ce qu'elle n'est pas, c'est autre chose, et ça peut-être que ça en dit long sur le personnage. Moi, quand on tombe dans ces pièges-là, je vois que pendant cette campagne sur les européennes, finalement, on ne parle pas d'Europe. Et ce que je constate aussi, si je reviens sur ma casquette de communicant, en communication de crise, le pire, c'est d'alimenter la crise. Et en fait, ces personnes provoquent la crise, se nourrissent de la crise, alimentent la crise. Donc finalement, ces personnes ont besoin de la crise pour exister. Je suis pas certain, et en tout cas, moi, j'ai pas tellement envie d'alimenter la crise politiquement, c'est assez habile. Pour leur donner. Ah, mais c'est très habile, c'est dégueulasse. Je sais pas si c'est très habile. Oui. Je sais pas si c'est très habile. J'ajoute juste une chose. Faire parler d'eux. À mon propre réquisitoire, c'est que, en plus, historiquement, ça tient pas debout. C'est pas vrai. C'est faux.
Là, il y avait une colonisation en France, il y a une colonisation en Palestine. Elles n'ont rien à voir, c'est pas la même histoire. Enfin, je veux dire, et même sur ce qui se passe, c'est véritablement une opération de pure démagogie électoraliste et qui mise effectivement sur une haine recuite qui existe toujours. On le sait bien. On sait très bien que le gouvernement algérien tire des chèques sans provision sur ce qui s'est passé, y compris que notre président de la République est allé un petit peu tendre le cou à ce genre de choses, puisqu'il avait parlé de crimes contre l'humanité, de la colonisation de l'Algérie. Non, c'est vraiment une mauvaise action. Très bien. Allez, un autre sujet. Vous avez tous dit ce que vous aviez à dire sur ce point. On va parler de ces absences. Plus 31% d'arrêts maladie depuis le Covid. Ça pose de sérieux problèmes dans les entreprises. Je crois que c'est le deuxième motif d'absence. Ça vous inspire quoi, messieurs, dames? Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous en tant qu'élu justement sur le terrain, vous avez constaté ce genre de situation dans les entreprises de votre territoire, beaucoup d'absentéisme après cet épisode d'épidémie? Sur l'absentéisme, arrêt, maladie, en tant que tel, moi, pas forcément. Les deux choses, par contre, qu'on constate de manière beaucoup plus forte, c'est la montée en charge beaucoup du télétravail et d'une forme de distanciation post-Covid par rapport au niveau d'implication, au niveau d'importance donné dans sa vie à l'activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Il y a, je pense, des décalages ou des changements de valeurs qui sont faits. Et la deuxième chose, c'est l'extrême difficulté à recruter de l'ensemble des entreprises, collectivités locales comprises, où aujourd'hui le marché de l'emploi, a fortiori en Île-de-France, où il y a un taux d'activité plus élevé que dans d'autres régions, est extrêmement tendu, extrêmement difficile. Et on a aujourd'hui de véritables difficultés là-dessus, quelle que soit d'ailleurs la typologie d'emploi, qu'on parle d'emploi très qualifié ou non qualifié, de choses très pointues ou très très générales. On a aujourd'hui une difficulté très forte sur le marché de l'emploi à recruter, à fidéliser et à impliquer. Et ce que je dis est vrai pour ma commune, mais est vrai pour beaucoup d'autres communes. Moi, je suis très impliqué dans les associations d'élus avec lesquelles on peut échanger et avec beaucoup d'entreprises de notre territoire. Oui, ça a vraiment changé le monde, le Covid. Frédéric Fougera, ça vous inspire quoi, ces chiffres? Les troubles psy, notamment, représentent un quart des arrêts de longue durée, notamment, avec les plus jeunes qui sont touchés et les femmes. Oui, dans le milieu des collectivités, je ne peux pas l'évoquer, mais dans l'entreprise, c'est le cas. Il y a aussi, l'an dernier, il y avait plus de 50% des cadres qui ont eu un arrêt maladie. Ce sont des chiffres énormes. Oui, c'est de ça qu'on parle. La période Covid, je pense qu'elle a eu psychologiquement, il y a eu 3 étapes. Il y a eu la première étape qui était anxiogène, qui était stressante, parce qu'il y avait les morts, parce qu'il y avait l'inconnu, on savait pas où on allait, on savait même plus qui on était. Il y a eu une période très perturbante, parce qu'après il a fallu s'organiser. Mais quelque part, il y a aussi une période apaisante, c'est-à-dire qu'on a acquis un autre rythme, on a pris un peu de recul. Et la période post-Covid, il a fallu quelque part revenir sur une situation précédente, sur retrouver la pression, tout ce qu'on exige de vous. Et les gens ont eu le temps de réfléchir, les gens ont eu le temps de voir que ça pouvait fonctionner autrement, et ça devient plus difficile de reprendre cette même énergie au travail et cette pression toujours plus forte. Cette pression d'ailleurs qui est toujours liée par le fait de faire des économies. On est toujours dans l'économie des coûts, et donc l'économie des coûts, il passe par l'économie des ressources, parce que c'est le coût du travail qui est le plus cher dans l'entreprise. Et donc de moins en moins de personnes pour faire le même boulot, et donc de plus en plus de pression psychologique, de charge mentale, et tout ça arrive, j'imagine, à ses conséquences. Je suis pas un spécialiste de la situation, mais en revanche, je l'observe et j'observe bien ça. Alors, on arrive malheureusement à la fin de notre émission. Régis de Castelnau et Christelle Miasme, je vous dois une réaction la prochaine fois, mais allez-y peut-être rapidement, Régis de Castelnau. Très rapidement, baisse significative de la productivité du travail en France, qui était un pays qui avait une très bonne productivité. C'est en train de baisser, et certains disent que ça ressemble à un effondrement de la productivité. Ce sont de très mauvaises nouvelles pour l'avenir. Oui, on suivra ça en tout cas. Merci à tous les quatre, merci chaleureusement de nous avoir accompagnés ce matin, et la suite de Mettez-vous d'accord, mettons-nous d'accord aussi d'ailleurs, dans quelques instants, à midi. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.